Mémoire d'un continent, Elikam Boukolo. Les peuples couchitiques en débat. L'histoire de l'Afrique, y compris l'histoire des périodes les plus reculées, est aujourd'hui beaucoup mieux connue qu'il y a seulement quelques dizaines d'années. Mais il reste encore des points en débat. Il reste aussi des points qui ne sont pas tout à fait connus, des zones obscures, des angles morts en quelque sorte. L'un de ces points, c'est sans doute l'histoire des peuples somalis et plus largement l'histoire des peuples couchitiques. Lorsque nous parlons de ces peuples, Couche évidemment évoque un nom connu de la plupart des Africains comme l'un des lieux les plus caractéristiques des civilisations africaines les plus anciennes. Mais couchitique, ça fait problème. Les plus érudits savent qu'il s'agit de langues, mais alors quels sont les peuples qui sont derrière? Est-ce que c'est une construction a posteriori ou est-ce que derrière le mot, derrière les langues, il y a effectivement un peuple? Ces questions ont été reprises d'une manière assez novatrice dans un livre que vient de publier notre invité d'aujourd'hui, Ali Moussa Iye, sous le titre « Le verdict de l'arbre », le Her Issa, essai sur une démocratie endogène africaine. Le livre évidemment porte sur des problèmes d'anthropologie historique et d'histoire politique et de sciences politiques, mais il s'agit d'abord de voir quels sont les peuples en question. Ce livre lui-même d'ailleurs a une histoire, puisque la première édition date de 1990, avait suscité un certain nombre de polémiques, et la nouvelle édition, qui est parue à la fin de l'année 2014, au contraire est très demandée et très recherchée. Ce livre pose en fait deux grandes questions. L'une, c'est la question de l'existence de règles, de pratiques, de principes démocratiques endogènes, et l'autre, la question des peuples couchitiques, de leur identité, de leur origine, des mythes qui circulent autour d'eux. Alors, Ali Moussa Iye, vous êtes, comme les chercheurs d'aujourd'hui, porteur de plusieurs casques. Vous êtes anthropologue, évidemment, vous êtes du même coup historien, et étant historien, vous travaillez sur beaucoup de sources, notamment sur les récits oraux, donc vous êtes aussi un peu linguiste, en tout cas porté à la connaissance des traditions orales, et professionnellement, vous êtes aujourd'hui à l'UNESCO, haut fonctionnaire, et vous vous occupez des questions de rencontres culturelles et notamment des questions d'histoire, notamment la route de l'esclave, la route de la soie, et bien sûr la révision, la mise à niveau de l'histoire générale de l'Afrique, notamment pour la rendre accessible aux élèves du primaire, du secondaire et aux étudiants. Alors, cette question des peuples couchitiques, quand on vous suit, on suit votre enquête qui est une enquête d'historien. Vous considérez que ces peuples existent et vous en cherchez les traces à travers des sources qui s'avèrent en réalité être des sources très nombreuses. Alors, parlons un peu de ces sources. D'abord, je voudrais dire, je me suis intéressé à l'histoire des peuples couchitiques parce que sur ce peuple planent vraiment beaucoup de légendes, beaucoup de mythes, beaucoup de récits. Je dirais que même que plus cette région de la Corne de l'Afrique a été une région charnière depuis l'Antiquité par rapport au commerce, par rapport à sa situation géographique. Finalement, le fait que cette région était importante économiquement, commercialement, en fait, a jeté l'obscurité, d'une certaine manière, je dirais, sur les populations de cette région. Et donc, il y a une multiplication des mythes, des récits, des légendes sur le peuple de la Corne de l'Afrique qui devraient être normalement un peu mieux connus que d'autres, mais qui finalement sont d'une certaine manière ensevelis par ces mythes-là et ces récits. Donc, très vite, quand j'ai voulu mon travail portait sur donc le Her, c'est-à-dire sur ce contrat sociopolitique de peuple somali-issa de la Corne de l'Afrique. J'ai senti le besoin quand même d'éclaircir, de pousser un peu et de faire un éclairage sur les origines et la particularité des peuples couchitiques de la Corne de l'Afrique.
Et donc, c'est dans cette optique-là que je me suis intéressé à l'histoire du peuple couchitique. Alors, il y a évidemment dans les sources, la première série, ce sont des sources d'origine égyptienne, je veux dire de l'Égypte ancienne, qui parlent beaucoup de ces pays du sud, sous le nom notamment de Ponte, et on sait que il y a eu beaucoup d'expéditions commerciales, militaires, et notamment on a une description très précise des relations qui se sont produites à l'époque de la reine Hatshepsut. Oui, mais avant d'en venir là, je voulais dire que comme pour les peuples des Grands Lacs, où il y a eu toute une propagande des écrits coloniaux qui ont parlé de ce peuple-là, la Corne de l'Afrique aussi a été victime, en fait, d'un discours colonial sur leur origine et leur provenance. En fait, la plupart des peuples de la Corne de l'Afrique, on le fait venir en dehors de l'Afrique, de la région dans lesquels ils sont. Alors, les chrétiens orthodoxes éthiopiens, on le fait leur généalogie est liée à celle du roi Salomon et Ménélik, on connaît cette légende. Et pour les autres peuples musulmans, parce que notamment les Somalis, les Afars, ils rattachent leur généalogie à celle du prophète et du peuple arabe. Donc, il y a un gros précédent un peu, et j'ai voulu un peu aller au-delà et donc chercher d'autres sources. Les premières sources, c'est des sources antiques, les sources justement égyptiennes, et c'est là donc où on a des témoignages, on a des bas-reliefs et des écrits des Égyptiens portant sur le peuple de la Corne de l'Afrique, le peuple qui aujourd'hui qu'on appelle couchitique. Ces sources nous apprennent en fait la similarité qu'il y avait entre les peuples égyptiens et les peuples de la Corne de l'Afrique. Parce que dans les différentes descriptions, notamment le bas-relief qui relate le fameux voyage de la reine Hatshepsut dans la Corne de l'Afrique, on sent qu'il y a une similarité de culture, de comportement entre les Égyptiens et les peuples de la Corne de l'Afrique. Oui, justement, nous allons entendre la manière dont l'historien Jean Dorès décrit ce célèbre bas-relief. Rappelons que l'expédition date du règne de Hatshepsut, qu'on pense être au XVe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à une époque très très ancienne. Écoutons donc cette description de Jean Dorès. Entre les cases, paissent des bestiaux sans bosse, circulent des caravanes d'ânes lourdement chargés. Des palmiers doums dominent la scène. Des arbres à encens forment l'arrière-plan. On aperçoit une girafe. Plus loin, voici les habitants, précédés de leur chef. Le prince de Punt s'appelle Parou, nous dit une brève inscription. Long nez aquilin, barbiche pointue, cheveux courts, il n'a rien de négroïde. Il est vêtu d'un pagne dont 2 pans retombent sur le devant. À sa ceinture passe un poignard qui n'est point de type égyptien et qui représente plutôt un ouvrage de l'industrie locale. Au cou, il a un collier à grosses boules, des anneaux minces enfilés les uns au-dessus des autres par ses chevilles. La reine, nommée Hati, se tient derrière lui. Il est incontestable que le sculpteur égyptien a voulu faire d'elle, sinon une caricature, tout au moins un portrait précis. Elle est adipeuse à l'extrême et affublée d'une disgracieuse théatopigie. Sa chevelure, ample et longue, est serrée sur le front par un bandeau. Elle est vêtue d'une tunique assez ample et descendant jusqu'à mi-jambe, presque une jupe. Au cou, un collier aux grosses boules assez analogue à ceux que portent encore aujourd'hui les femmes galas de l'est du Wallo. Au poignet, aux chevilles, des anneaux volumineux. Ali Moussaïe, ce n'est là qu'une source parmi d'autres. Et est-ce qu'il y en a d'autres encore? Bon, il y a d'autres sources égyptiennes qui ne sont pas encore suffisamment, je pense, exploitées. Mais les deuxièmes sources que nous avions utilisées, c'est les sources grecques et notamment les sources des Ptolémées, avec justement des écrits sur les périples autour de la mer Érythrée, qui a été écrit au début, très début de l'ère chrétienne, et qui donne
un certain nombre d'informations sur les villes et les cités tout le long de la mer Rouge et de l'océan Indien. Alors, nous avons aussi dans ces sources grecques tardives les écrits d'un homme dont le nom paraît barbare, Cosmas Indicopleustes. Bon, ça veut dire simplement Cosmas, navigateur de l'océan Indien. Donc ça prouve bien qu'il y a eu une continuité de sources extrêmement importante, donc pendant la période antique, pendant la période chrétienne, les premiers siècles de l'ère chrétienne, et puis il y a les Arabes aussi, bien sûr. Bien sûr, il y a les sources arabes qui ont apporté une connaissance beaucoup plus fine et je dirais aussi beaucoup plus rigoureuse d'une certaine manière sur les populations de la Corne de l'Afrique. Alors il y a tous les grands voyageurs arabes, chroniqueurs ont parlé de notre région. Et ces sources-là sont essentielles et ont permis de donner vraiment une connaissance un peu plus approfondie. Ali Moussaïe, vous travaillez beaucoup aussi sur les données linguistiques. Et vous citez donc le très grand et très fameux Al-Massoudi, qui dans ses écrits parle de gens, il cite le nom de Wak Liman. Et vous faites un commentaire là-dessus pour dire qu'il y a une continuité linguistique. Oui, alors Wak Liman, c'est en somalais, Wak pourrait être le synonyme de Dieu. Et l'iman, donc, c'est un peu la foi. Donc, c'est celui un peu qui propage la foi de Dieu. Et c'est intéressant les descriptions qu'il fait de ces hommes de religion qui parcouraient donc la savane, la brousse, et qui allaient de village en village propager la connaissance de la religion musulmane. Et c'est exactement... Aujourd'hui, nous avions eu, peut-être un peu moins maintenant, mais il y a encore quelques décennies, il y avait ces hommes qui avaient leur petit tapis de prière en cuir, qui étaient accueillis dans les campements, à qui on égorgeait un mouton, une chèvre, et qui propageaient donc la religion musulmane, en essayant, et ça c'est très important, de l'intégrer et de l'expliquer du point de vue avec les mots et les références et les métaphores que le peuple pourrait comprendre. Ali Moussaïe, nous sommes ensemble pour parler des peuples couchitiques et de toute cette variété étonnante de sources. Alors, l'histoire des derniers siècles fait que dans beaucoup de pays africains, quand on parle de monde, on voit les relations de l'Afrique avec l'Occident. Or, l'Occident, donc l'Europe, et puis le continent américain. Or, bien avant ces nouveaux partenaires, il y en a eu d'autres, puisque l'Afrique, vous l'expliquez bien, et surtout cette région de la Corne de l'Afrique est au carrefour de plusieurs grandes civilisations, de deux grands espaces géographiques, l'Afrique et l'Asie, et évidemment, du fin fond de l'Orient, on va dire, vont venir déjà les Chinois. Tout à fait. La position stratégique de la Corne de l'Afrique faisait qu'elle était vraiment, je dirais même en fait, en relation avec trois mondes. Le monde de l'océan Indien donc et asiatique, le monde arabe avec la péninsule, le Golfe, et le monde africain bien sûr. Et en fait, avant que les Européens ne viennent dans cette région-là à la recherche des épices, cette région avait tout naturellement une relation maritime avec l'Inde, la Chine et plus loin l'Indonésie et donc le continent asiatique. Et nous avons eu aussi donc les Chinois qui sont venus dans notre région et qui ont écrit sur notre région. Alors, je vais lire un passage d'un texte que vous citez dans un document qui s'appelle le Yuyang Tsutsu. Ce document date du 9e siècle de l'ère chrétienne et parle donc d'un pays de la Corne. Le pays de Pipali est dans l'océan du Sud-Ouest. Les habitants ne consomment point de céréales, mais mangent de la viande et même plus souvent encore, ils saignent la veine d'un de leurs bœufs, mêlant ce sang avec du lait et le mangent sans le faire cuire. Ils n'ont point de vêtements, mais ils enroulent à leur rein une peau de mouton, etc. Cette indication alimentaire est évidemment très importante pour vous. Oui, cette indication est très importante. Elle n'est plus pratiquée par en fait les pasteurs de la Corne de l'Afrique, les Somaliens, les Afars, mais elle est encore pratiquée par les Maasai. Elle est encore pratiquée par d'autres populations nomadiques qui sont aujourd'hui au Kenya. Mais je pense que cette tradition de boire directement le lait et le sang des vaches, juste, mais sans les tuer, justement, c'était une manière de préserver aussi le troupeau, tout en se nourrissant de leur apport, a dû aussi peut-être être beaucoup plus courante qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Ali Moussaïe, ce livre est donc très riche, on le voit par toutes ces sources réunies, et c'est la première fois qu'on les trouve ainsi rassemblées, et on se rend compte que depuis au moins un siècle, il y a une tradition érudite qui publie des sources, les Russes travaillent dessus, les spécialistes de la langue arabe aussi, les spécialistes de l'Égypte ancienne. Alors vous ajoutez à ces sources la linguistique historique. Alors, quelle est cette discipline et quel est l'apport de cette discipline dans votre recherche sur les origines et l'identité des peuples couchitiques? Comme je l'ai dit tout à l'heure, les populations couchitiques de la Corne de l'Afrique ont été les victimes de trop de récits et de légendes sur leur origine. Eux-mêmes ont intériorisé ces légendes-là pour se faire extraire en dehors de l'Afrique, en se faisant venir ou souvent en lien avec les Sémites, en fait, ou avec les Juifs, ou avec les Arabes. Et les écrits de ces sources-là nous ont pas finalement trop éclairés sur ça. Et c'est une discipline scientifique, qui est la linguistique historique, qui a permis, en fait, à essayer plus ou moins d'identifier l'origine, le foyer originel de la plupart de ces populations couchitiques. Alors c'est quoi cette linguistique historique? C'est suivre l'évolution d'une langue pour savoir comment cette langue-là s'est dispersée et s'est répandue, et d'où ses origines ou ses aspects proto-langues sont le plus courant. En fait, on sait que les Somaliens se font venir et se lient leur généalogie à celle des Arabes. On sait que les Éthiopiens, eux, les orthodoxes couchitiques se font venir avec l'histoire de Salomon, mais il y a une population couchitique qui, elle, a une histoire sur elle-même qui est endogène, et c'est les Oromo. Alors, la langue Oromo est très proche de la langue somali, Afar, Sao, à presque 60 à 80%. La source, le foyer originel des Oromo, a été identifié comme étant dans le Sidamo au sud de l'Éthiopie. En plus, il y a un historien éthiopien, Bahare, qui a écrit tout le mouvement d'expansion des Oromo de leur foyer originel vers le nord, après à l'est et à l'ouest. Donc là, nous avons une légende d'un peuple qui rejoint un écrit d'un historien. Donc, on s'est mis d'accord que, du moins pour le peuple Oromo, leur foyer originel serait dans cette région qui est aujourd'hui au sud de l'Éthiopie. Alors, c'est par déduction qu'on dit, si les Somaliens, la langue somali est très proche de la langue Oromo, et que la langue Afar est très proche de la langue Oromo, c'est que quelque part les Somaliens, les Afar et le Oromo ont dû vivre dans un même lieu et partager les mêmes traits culturels et linguistiques. Et donc c'est par ces déductions, mais aussi par des preuves sur tout le long du chemin poursuivi par le peuple somalien. On a retrouvé des populations sur le long du chemin, dans une région où il n'y a plus de Somalie aujourd'hui. On a retrouvé des petits peuples, des résidus des populations qui parlent une langue qu'on ne rêvait pas à comprendre. On n'arrivait pas à les lier ni à la famille couchitique, ni à la famille sémitique, mais en faisant des recherches, on s'est rendu compte que cette langue parlée était du proto-somali. C'était en fait les rudiments de la langue qui devait être parlée sûrement il y a des milliers d'années. Donc ça, c'est la preuve de fossiles de cette langue. Les Somaliens, en se répandant au nord de la Corne de l'Afrique, plutôt à l'est, alors que les Afars se sont répandus vers le nord, mais à l'ouest, et ces populations qui parlaient ce proto-somalien montraient bien que c'était un peu sur ce chemin que ces populations ont passé par ce chemin-là. Donc c'était tous ces éléments fournis par la linguistique historique qui a permis d'ancrer le foyer des populations couchitiques dans la Corne de l'Afrique d'abord et dans cette région qui est aujourd'hui le sud de l'Éthiopie. Cette discipline a vraiment apporté un grand progrès à la compréhension et à la connaissance des origines des peuples couchitiques. Merci beaucoup Ali Moussaïe pour ces éclaircissements. Votre livre donc a un beau titre, Le vertige de l'arbre, le Her Issa, essai sur une démocratie endogène africaine. Ici se termine notre émission Mémoire d'un continent, réalisation Olivier Raoul. Si vous souhaitez réécouter Mémoire d'un continent, connectez-vous sur le site rfi.fr.